qu'on a vu aujourd'hui. C'est fascinant. Les jeux vidéo ne sont pas juste du divertissement finalement. Mais j'ai encore plein de questions. Comment ces outils peuvent vraiment changer la gestion des territoires au quotidien ? Est-ce que nos élus, les urbanistes, sauront mobiliser ces technologies ? Et puis, qui va développer ces outils ? Est-ce que le développeur de jeux vidéo peut devenir le nouveau géomaticien de demain ? Faux. Tout ça mérite une vraie discussion. Ah, je vois que tu es à fond et qu'il faut creuser un peu plus loin. Tu as raison, les jeux vidéo et la géomatique, c'est une rencontre aujourd'hui pleine de potentiel, mais aussi des défis d'intégration pour les chefs de projet de demain. Comment les gestionnaires de territoire peuvent-ils utiliser la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour planifier et décider ? Comment rendre les citoyens plus actifs dans l'aménagement de leur ville grâce à la gamification ? Et pourquoi le jeu vidéo peine-t-il encore à être reconnu comme un outil dans les processus professionnels ? Et si on réunissait autour d'une table des spécialistes du jeu vidéo, de la géomatique, de la pédagogie et de l'aménagement du territoire. Et vous, dans le public, c'est aussi le moment pour vous de faire part de vos questionnements sur les nouveaux outils des géomaticiens. Ben oui, ça, t'as raison, en fait. Bon ben, allez, place au débat. Place au débat, donc on invite Jean-Christophe Alessandri, si vous voulez bien venir sur scène. Donc Jean-Christophe travaille chez Ubisoft, donc on est content d'avoir une personne qui représente le jeu vidéo avec tous ces géomaticiens en masse. Oui, prenez place, je vous en prie, installez-vous. On invite aussi Guillaume Barral de l'Académie de Lyon. Donc Guillaume Barral qui est géographe. De toute façon, vous allez dire un petit mot pour vous présenter. On invite aussi Rémi Goura de AG Carto qui nous a fait l'intervention ce matin. Et on invite Serge Herviou de l'agence d'urbanisme catalane qui est aussi un adepte du jeu vidéo. Merci à vous quatre d'être là. Et encore une fois, à tout le public qui est là, n'hésitez pas à prendre la parole si vous en avez l'envie. Peut-être avant de commencer les questions, est-ce que vous pouvez vraiment en quelques phrases vous présenter votre métier et ça ira très bien. Merci. Est-ce que ça marche? Oui. Bonjour à tous, merci de l'accueil. Je suis Jean-Christophe Alessandri, je suis directeur artistique à Ubisoft Montpellier. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je travaille dans ce secteur. Voilà, je travaille sur différents projets comme la série des Renan, si vous connaissez, Ghost Recon, là très récemment Prince of Persia, The Lost Crown. Voilà. Bonjour, moi c'est Guillaume Barral, je suis enseignant d'histoire, géographie et EMC dans un lycée, donc dans l'Académie de Lyon. Pourquoi je suis là, c'est parce que en fait, j'étudie les jeux vidéo et l'usage qu'on peut en faire avec les élèves depuis que je suis enseignant, c'est-à-dire depuis 5 ans maintenant. Voilà, des fins d'engagement, de motivation des élèves, d'inclusion et ainsi de suite, et aussi de développement de compétences avec eux. Donc je suis là pour qu'on discute de ça, si vous avez des questions, des intérêts, qu'on en parle aussi avec les autres intervenants, et je suis très heureux de participer à ce géoséminaire. Je suis Rémi Goura, alors je suis président d'AG Carto, je suis dans la géomatique maintenant depuis presque 30 ans. Voilà, donc ma tasse de thé c'est les bases de données, la description du territoire par la donnée et l'analyse prospective du territoire, tout ça au travers de la donnée SIG et les outils géomatiques. Bonjour, alors moi je suis l'imposteur de la bande, Serge Herviou, je travaille à l'agence d'urbanisme catalane à Perpignan. Donc, les agences d'urbanisme sont des associations à 1901 de collectivités et on travaille plutôt sur des études et sur de la planification territoriale type SCOT, PLUI,
des observatoires. Et donc, moi, je suis un peu comme Michael, avec 25 ans de plus, mais un très vieux gamer, parce que j'ai commencé dans les années 80, même si maintenant j'ai plus trop de temps, mais je connais un peu le sujet du jeu, un peu plus le sujet de la géomatique. Entre les deux, j'ai encore pas fait grand chose, mais bon, ça m'intéresse de réfléchir. Super, merci à vous quatre. Alors on va commencer le débat avec une première question. Voilà. Le jeu vidéo comme outil de médiation citoyenne. Alors l'idée peut-être c'est par rapport à votre secteur de prédilection, vous pouvez dire ce que vous en pensez de cette question. Et voilà, interaction, voilà, on n'hésite pas, on ne fait pas de timide, ça y est, ça fait plus de 6 heures qu'on a passé ensemble, on y va. Bon, je peux juste dire une petite expérience par rapport à ça. Alors effectivement, j'y pense tout à l'heure, ces outils-là sont des très bons, ça peut être des très bons vecteurs de médiation citoyenne ou de pédagogie avec les élus, notamment, parce que nous, c'est notre public. Mais en fait, pour faire de la médiation citoyenne, c'est bien d'avoir des outils, mais il faut déjà qu'il y ait une volonté politique, et on est souvent confronté à ça, qui vont avec des moyens et qui ciblent les bons objectifs. Voilà. Et ça, effectivement, si on a ça, déjà on peut essayer de construire des outils comme les jeux vidéo, mais il n'y a pas que ça. Pour faire de la médiation citoyenne, tout ce qui est médiation, concertation, on voit bien quand c'est vraiment une vraie volonté, où il y a une vraie démarche de médiation citoyenne, et des fois c'est juste du naïf, je ne sais pas comment appeler ça, médiation washing, voilà. Et donc, cette expérience, c'est plus là-dessus que nous on travaille avant de trouver des outils, savoir pourquoi on le fait, etc. Alors, je rebondirai sur ton propos. Et en fait, il est clair qu'aujourd'hui aussi, au niveau des décideurs politiques, on est sur une pyramide d'âge qui est quand même assez élevée. Et donc, le jeu vidéo, il est paré de tous les fantasmes là-dessus. Et donc, s'exposer sur un projet d'aménagement du territoire au travers du jeu vidéo, il y a encore un peu de boulot. Il va falloir rassurer, il va falloir expliquer, il va falloir démontrer. Mais je pense que c'est un vrai atout pour la compréhension des projets. Néanmoins, avec le renouvellement de la pyramide d'âge des élus, on a quand même beaucoup, après Covid, des élus plus jeunes qui viennent aux manettes, qui ont donc eu une expérience gamer de leur côté, mais en fait, ils veulent voir le jeu vidéo débarquer dans l'aménagement du territoire. On l'a vu notamment ce matin avec l'ouverture de Manu Reynaud en début de séminaire, qui est un vrai enthousiaste là-dessus. Bon bah, du coup on va continuer avec la ligne, puisqu'on a commencé. Je vais mon avis sur la question aussi, mais je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que c'est un outil puissant, le jeu vidéo est utile. Après, il n'est pas utilisé, je pense, pour une raison assez simple, c'est qu'on est aussi sur un débat de culture, en fait. Ce qui est de l'ordre de la culture populaire, c'est pas légitime, donc c'est aussi pas utilisé jusqu'à maintenant. Moi, je pense en termes d'éducation et d'enseignement, c'est-à-dire qu'en enseignement et en pédagogie, on utilise beaucoup la culture légitime, en fait, une culture qui serait artistique, au-dessus du jeu vidéo, qui serait inconsidérée, beaucoup moins considérée en tout cas que les autres formes de culture, que serait la peinture, les films, etc. Et le jeu vidéo, c'est un peu le dernier jeu artistique de ce point de vue-là. Et je pense que, par contre, à l'inverse, c'est un outil puissant parce que je l'ai vu avec mes élèves et ainsi de suite. Les élèves, c'est quand même des citoyens aussi en devenir, dont on construit la pensée critique et ainsi de suite. Quand on leur amène à utiliser des jeux vidéo avec eux, que ce soit des jeux vidéo sérieux, quand on parle de jeux sérieux créés pour un objectif pédagogique, ou des jeux vidéo créés par des entreprises un peu lucratives, dans tous les cas, ça les engage, ça les intéresse par rapport au sujet. On l'a vu avec l'Assassin's Creed tout à l'heure, et il y a Benaïm qui a pu le montrer, on peut le voir avec Zelda, on peut le voir avec plein de choses. Il y a plein de choses à en tirer pour comprendre l'environnement dans lequel on est, les enjeux de construction de territoire, c'est quoi un territoire, à quoi ça sert. On fait tous partie d'un même espace qu'on crée ensemble. Effectivement, il faut qu'il y ait une volonté politique et que les politiques engagent d'autant plus les citoyens, ce qui n'est pas toujours le cas à travers les projets d'aménagement aujourd'hui aussi. Voilà, de mon point de vue. Alors, je ne sais pas si j'ai une opinion très précise là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que le jeu vidéo pratiqué au quotidien est un formidable moyen de créer des ponts, en fait. Des ponts entre les générations, des ponts entre les cultures. Déjà, à l'intérieur des équipes elles-mêmes de création de jeux vidéo, c'est ce qui fait leur richesse, d'ailleurs. Et
et aussi par les créations qu'on va faire. Moi j'ai un exemple là récent, justement je parlais de Prince of Persia, c'est un jeu qui pour la première fois, un jeu a été traduit et doublé en langage farsi. Et pour nous c'était une manière aussi de rendre hommage et de faire la lumière sur une culture qui nous est très éloignée, finalement, la culture perse, l'Iran, etc. Et c'est quelque chose qui a été salué, qui a même touché vraiment profondément le cœur des gens, les Iraniens les premiers, en disant je peux enfin jouer un personnage qui parle dans ma langue. Est-ce que peut-être pour faire de la mobilisation citoyenne, avant de se lancer vraiment dans le jeu vidéo, il n'y a pas la première étape de gamification où la personne lambda va pouvoir un peu avoir un rôle, avoir des responsabilités et donc aussi s'approprier un territoire, s'approprier une thématique, etc. Oui, c'est ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a l'étape intermédiaire des jeux de plateau par exemple, où là, ça par contre c'est pas mal utilisé dans mon métier, de tout ce qui est aménagement du territoire. Il y a déjà des jeux qui existent et qui fonctionnent très bien. En fait, c'est des systèmes d'animation de réunion un peu élaborés où avec un jeu de plateau, on arrive à faire de la pédagogie et à intégrer à faire des réunions participatives en fait. C'est ça l'objectif. Et en même temps à former les gens sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc ça c'est intéressant. Et c'est une étape peut-être intermédiaire pour aller ensuite vers des choses un peu plus ludiques. Et puis après il y a une histoire d'investissement. C'est-à-dire que créer un jeu de plateau, c'est du travail quand même. On a vu toutes les étapes pour créer un jeu. Et après il y a toutes les étapes pour créer un jeu vidéo. Donc là c'est pas le même investissement. Donc il faut qu'il y ait derrière qu'il y ait un enjeu plus fort pour investir là-dedans. Alors, réagir à ce propos-là, c'est que, en fait, pour aller plus loin, et quel est l'intérêt d'aller plus loin aussi, c'est pour aller toucher d'autres publics. Aujourd'hui, après 30 ans d'immersion du coup dans la vie politique et l'aménagement du territoire, chaque fois que j'ai pu aller dans où j'étais obligé, où je voulais, où je devais aller dans des réunions de concertation, en fait, elles étaient à 17h30, voilà. Et dans la salle, il n'y avait que les cheveux blancs. Bon, à force, les cheveux blancs aussi. Mais il n'y avait que les cheveux blancs, ça veut bien dire toute la problématique de la simulation et donc au service de la concertation des aménagements du territoire, c'est qu'en fait, on touche les retraités. Et donc, le jeu vidéo, il peut être un vrai vecteur, justement, pour aller toucher, finalement, des gens plus jeunes, plus actifs, qui peut-être à 17h30 vont récupérer leur gamin à la crèche, ont des activités sportives et qui, à un moment donné, s'ils veulent voir un sujet qui est clé dans l'aménagement et le futur de la ville, ils iront à 21h se connecter sur la plateforme de la ville. Et là, si on leur offre en plus une expérience immersive à partir de moteurs jeux vidéo, là c'est bingo parce qu'en fait l'expérience va être extraordinaire et ils vont pouvoir vraiment s'immerger, comprendre tous les enjeux, les différents projets qu'on leur propose. Et donc là, peut-être il y aura plus une mobilisation citoyenne. Mais à 17h30, dans la salle de conseil, c'est pas possible. Bon, la ligne encore. Du coup, par rapport à cette ludification, c'était quand même la question au départ de ludifier. Quand on demande déjà ludifier, comment ludifier ? Est-ce qu'on engage les gens à travers une récompense qui est à la fin ? Parce qu'il y a cette ludification, en gros, j'ai un intérêt à la fin, donc je serai récompensé. Quand on gamifie, c'est ça aussi. Ou est-ce que c'est aussi gamifier et ludifier en rendant le truc amusant, mais aussi pour que la personne s'investisse, pas simplement pour gagner quelque chose à la fin, mais aussi pour acquérir un véritable intérêt. Et je pense que c'est aussi là, en tant que citoyen, c'est remettre aussi l'intérêt et la ville au cœur de la ville, enfin la ville au cœur des habitants, enfin bref, voilà. C'est essayer d'investir les habitants à travers des jeux, effectivement, que ce soit des jeux de plateau. Je pense que ça c'est tout à fait pertinent. Il y en a qu'on utilise aussi nous avec les élèves, d'ailleurs. Il y a l'agence d'Urban de Lyon qui avait fait un super jeu de plateau, enfin je sais plus le nom, mais qui est déjà très bien, des jeux de cartes. Et on n'est pas forcément on n'est pas obligé d'aller jusqu'au jeu vidéo, même si dans l'idée ce serait quand même très intéressant, parce qu'incarner un acteur, un avatar, ça permet aussi comme vous l'avez dit, de pouvoir s'investir aussi des intérêts de la personne, de mieux comprendre les enjeux, etc., d'un territoire. Ouais. Je ne sais pas si j'ai beaucoup à rajouter, mais oui, en tout cas, le jeu vidéo permet de vivre une expérience, c'est ça avant tout. Et donc de se mettre dans la peau d'un personnage, ou peut-être de se mettre dans la peau de soi-même en fait, mais quelque part ailleurs.
Voilà, je pense que il y a un côté abordable, et pour revenir aussi sur le côté langage, je pense que maintenant le langage du jeu vidéo, en tout cas pour à partir d'une certaine génération, est vraiment fait partie de la vie quotidienne, c'est la culture populaire. Donc, et par la culture populaire, je pense qu'on peut justement amener vers plein d'autres sujets éducatifs. Voilà. Et puis le jeu peut avoir un rôle aussi important pédagogique. On l'a entendu tout à l'heure sur le modèle dans les jeux de simulation de ville, là, on a les modèles qui sont utilisés pour faire. Voilà, si tu fais bien ta ville, en fait, ta ville elle est pourrie à vrai, quoi. Donc il faut peut-être de ça aussi à intégrer, une nouvelle façon de construire une ville. Et il pourrait y avoir, comme il y a dans les jeux, le facile et le très difficile, il pourrait y avoir un mode aussi où on intègre des choses plus actuelles, plus réalistes. En fait. Ça peut être intéressant. Comme on peut détourner le jeu Minecraft pour faire des choses, on peut aussi détourner ce type de jeu pour des choses encore plus réalistes. Donc ça peut être intéressant. Moi j'ai une question, Jean-Christophe. Qu'est-ce qui... On construit un jeu vidéo pour répondre à des besoins du joueur. Qu'est-ce qui marche le plus? Est-ce que c'est tout ce qui est surnaturel, complètement fictif? Est-ce que c'est de plus en plus demandé d'avoir des jeux où on est vraiment ancré dans un territoire réel, des territoires historiques, mais du coup quand même réels? Qu'est-ce qui plaît en fait aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo? Je pense qu'il y a des tas de sujets différents qui plaisent en fait, hein. C'est hyper vaste. C'est ça qui est génial d'ailleurs. C'est comme justement d'autres formes de création d'art, de la littérature au cinéma. En fait, chaque joueur va aller chercher ce qui l'intéresse, ce qui crée des émotions, tout simplement déjà à la base. Donc ça peut être quelque chose d'horrifique ou historique ou rigolo ou avec des petits nounours ou au contraire des guerriers en armure. Peu importe, il y a une expérience à un moment donné qui va créer des émotions. Et nous, créateurs, c'est notre premier moteur, c'est d'essayer de créer des émotions auprès des joueurs, en fait, tout simplement. Et sinon, je ne sais pas quelle est la question, est-ce que c'était... j'ai bien répondu à la question. Non, mais est-ce qu'il y a des tendances aujourd'hui de marché, par exemple. Ouais. C'est ça. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a au contraire le panel de choix est de plus en plus large. Il y a aussi les acteurs aussi sont très variés de ce secteur-là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des très grosses sociétés, voilà, comme Ubisoft par exemple, mais il y a aussi beaucoup de studios indépendants, notamment à Montpellier d'ailleurs, et donc qui offrent eux-mêmes des tas de jeux hyper créatifs. Enfin, il y a plein de choses. Donc je ne sais pas si aujourd'hui il y a une tendance, il y a des cycles, oui quand même, il peut y avoir des modes. Quand il y a un jeu qui marche beaucoup, ben forcément dans son sillage, il va entraîner des tas d'autres qui vont essayer d'imiter. Mais voilà, nous, ce qu'on cherche aussi, c'est à créer des choses un peu différentes. Il n'y a pas que l'émotionnel, je trouve qu'il y a aussi des fois des jeux de stratégie où il y a des jeux où il y a un très long apprentissage, où il y a des satisfactions intellectuelles à avoir acquis des compétences qui ne servent à rien, mais on a acquis des compétences qui ne servent à rien. C'est tout à fait vrai, mais parce que des fois je me dis, voilà, on connaît très bien un jeu, voilà, mais ça ne nous sert pas forcément à grand chose de la vie réelle, et je rêve d'un jeu, dans la géomatique par exemple, où en fait, en se régalant à jouer un jeu, on acquiert des compétences qui vont nous servir ensuite comme géographe ou géomaticien. Et ça, des fois, c'est ce que j'explique à mon fils, je dis, c'est bien de jouer aux jeux vidéo, moi je suis aussi joueur, mais toutes ces compétences que tu apprends là, alors c'est pas tout à fait, j'avais fait la démonstration inverse l'année dernière en disant qu'il était vraiment très fort en termes de spatialisation, de vision spatiale, de mémoire de tous les bâtiments, c'était sur Fortnite, c'était impressionnant tout ce qu'il savait surtout quoi. Mais aussi, c'est bien aussi de passer du temps à apprendre des compétences qui servent dans la vie réelle, à jouer de la guitare, à apprendre à coder, des choses comme ça. Quand on parle de jeux de géomatique, de médiation citoyenne, de pédagogie, c'est vrai que si on arrivait à faire un jeu à la fois ludique, qui donne de l'émotion, mais qui apprend des choses qui servent dans la vie réelle, alors ça existe, on parle de serious game, mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu comme ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Moi, des fois, je suis un peu frustré d'être super fort à un truc, mais bon, après, voilà. Si je dis ça à mon voisin, il va me regarder avec les yeux, comme ça. D'autres réactions? Ah, mais n'hésitez pas, oui. Oui, Jean-Philippe.
le jeu vidéo, j'ai décidé de regarder mes enfants qui doivent avoir l'âge des membres de la tribune. Mais voilà, je ne connais pas les jeux vidéo. J'ai beaucoup utilisé les jeux de plateau dans des travaux que j'ai menés, particulièrement en Afrique, au Brésil, d'animation autour de l'aménagement du territoire et des terroirs. Alors, j'ai une question, j'en ai deux. Le jeu vidéo, alors, avec mon incompétence totale, mais décomplexée, me semble être quand même une pratique individuelle ou en très petit groupe. Comment on peut passer de l'utilisation du jeu vidéo à des animations collectives plus importantes? Ça serait ma première question. J'aurais un élément de réponse qui serait est-ce que justement les jeux vidéo ne peuvent pas être utilisés pour donner des connaissances de base? Un petit peu pour des citoyens lambda, un petit peu ce qui a été présenté dans certaines des interventions, les données de base. Voilà. Alors, ensuite, une deuxième question, c'est la question du temps que vous avez déjà évoqué. L'animation et la médiation citoyenne demandent du temps. C'est vraiment le temps. Et comment vous gérez le temps? Troisième question. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'hygiénisme aussi? Est-ce que les jeux vidéo, comment les jeux vidéo peuvent être des progrès et ne pas être des relais de l'hygiénisme à la Elon Musk, c'est-à-dire d'une société non humaniste? Et comment vous, je pense que vous n'êtes pas du tout dans cette volonté de ne plus être dans des sociétés humaines, comment vous gérez? Est-ce qu'il y a un risque ou pas? Voilà. Excusez-moi, c'est trois questions, on en a peut-être trop. Voilà. Après, sur l'aspect solitaire, c'est vrai, c'est pas vrai à la fois. Il y a des jeux qu'on appelle les jeux massivement multijoueurs, où effectivement on est derrière sur un ordinateur, mais on se fait un tas d'amis dans un tas de pays différents. Mais effectivement, on ne les voit pas en vrai forcément. Après, s'il y en a qui se regroupent de temps en temps. Après, l'autre question, c'était... oui, alors, l'idée, si on voulait faire ça au niveau des médiations citoyennes et de la population, la plus grande difficulté, c'est de faire venir ces... Imaginons, on arrive à faire un super jeu massivement multijoueur sur l'aménagement du territoire, mais comment est-ce qu'on fait pour que ces gens-là aillent y jouer et ils trouvent leur compte en même temps qu'ils apprennent des choses? Et ça, moi, j'ai pas la solution. C'est ça la plus grande difficulté. De la même manière, comment on fait venir des gens à des réunions de concertation à 17h30, parce que quelle que soit l'heure et le jour à laquelle on fait, de toute façon, il n'y aura pas grand monde. Ben, voilà. Donc, comment voilà, c'est ça. Après, le vecteur sur jeux vidéo, autre chose, le problème, il n'est pas là. Sauf si on arrivait à faire un truc génial, je ne sais pas qui, Ubisoft peut-être. Mais en tout cas, ouais, juste pour rebondir sur... alors je reprends une note parce que c'est... il y avait les données de base des citoyens. Oui, quand vous parlez justement de faire collectif par rapport aux jeux vidéo, alors c'est pas forcément le jeu vidéo, mais moi je pense par exemple à ce que fait Carte-ONG et la cartographie participative par exemple. Il y a tout un tas de gens qui viennent au même endroit, au même moment, et qui vont cartographier des lieux qui ne sont pas cartographiés jusque-là, des territoires soit peu connus, soit mal connus, soit dont les cartes sont critiquables, les cartes politiquement biaisées, et ainsi de suite. Je pense que le jeu vidéo peut tout à fait servir à ça. Il y a des gens qui sont au même endroit. Je sais pas, il y a eu un défilé tout récemment où il y avait en même temps plein de gens qui jouaient à des jeux vidéo en même temps, sur la même partie, et qui soit se combattaient entre eux, ainsi de suite, bref. Mais je pense que s'il y avait des jeux effectivement d'aménagement où on pouvait aménager ensemble des territoires, je pense que ça marcherait très bien. Des jeux coopératifs, en ligne, où on se met d'accord en tant que collectif, à travers des rôles qu'on a chacun chacune. Moi je pense que ça fait collectif le jeu vidéo et ça individualise pas. C'est pas parce qu'on est devant un écran qu'on ne peut pas considérer le monde qu'il y a autour de nous et les individualités qu'il y a aussi via ce média-là. Et après, pour rebondir aussi sur l'hygiénisme et le jeu vidéo comme progrès ou relais d'une société non humaniste, en fait, ça dépend ce qu'on en fait du jeu vidéo. Moi, je suis enseignant. En tant qu'enseignant, on est là pour décortiquer ce qu'il y a derrière un jeu vidéo, les représentations notamment. Et je pense qu'on est là aussi pour leur dire un jeu a une représentation, qu'elle soit... Parce que de Chine, par exemple, pour Wukong qui a été fait récemment, ou des États-Unis pour de très nombreux gros jeux vidéo et ainsi de suite, on est là aussi pour leur dire qu'il y a une représentation d'une société occidentalo-centrée ou sino-centrée, et faites attention, ne vous laissez pas bercer par des croyances ou des représentations qu'il y a derrière,
moi je crois fondamentalement dans la puissance de l'éducation qui s'en sur la prof. Et dans le recul critique qu'on doit apprendre à nos élèves, qui sont de futurs citoyens aussi, et qui feront société. Et après, pour le temps, parce qu'il y a le temps, la demande de temps, ça demande du temps. En tant qu'enseignant, on est aussi restreint par le temps, les programmes qu'on doit faire, et ainsi de suite. Ça demande de faire des choix. Et du coup, moi, je fais le choix de parler parfois des jeux vidéo pour engager mes élèves, et parfois non. Je fais des cours classiques, par exemple. Mais je pense que c'est comme dans tout, et en politique aussi, on fait des choix. Mais le plus important, je trouve, c'est de justement engager les citoyens, et le jeu vidéo est un bon outil pour cela. Voilà. Alors, moi, pour rebondir sur le propos là aussi, et sur le côté individualiste du jeu vidéo, justement, dans le cadre de notre présentation JCDR qu'on a fait ce matin, notre application qui s'appuie sur le moteur de jeu vidéo, l'idée, c'est justement de partager l'information au travers du moteur de jeu vidéo, sur un grand écran, d'offrir une expérience immersive à un ensemble de personnes qui sont là pour s'immerger dans des solutions de simulation du territoire, d'évaluation du process, ou même, on parlait tout à l'heure de multigamer, quoi. Finalement, on a une preuve de concept actuellement qui est en cours de développement sur le suivi temps réel des agents d'intervention sur le terrain, avec finalement en immersion dans les données SIG de l'infrastructure ou du territoire, où on va voir bouger les différents avatars des intervenants sur le terrain qui sont suivis en temps réel avec des balises GPS. Donc on est vraiment dans le partage d'informations, ce n'est pas une pratique isolée. Et sur plusieurs questions sur le fait de l'interfaçage avec le masque de réalité virtuelle, moi, dans notre application du moteur jeu vidéo, dans le métier des infrastructures et des territoires, le masque de réalité virtuelle n'est pas un sujet, parce que finalement on doit pouvoir partager immédiatement une expérience, éventuellement une émotion aussi par rapport à des projets. Sur le côté hygiéniste, moi je vais vous témoigner par rapport au développement de notre application à JCVR. Quand on a commencé à chercher des avatars qui pouvaient ressembler à ce qu'on est tout à chacun dans la vie courante, les gens que je croise tous les jours dans mon quartier, dans mes activités professionnelles ou extra-professionnelles. Et en fait, on cherchait à avoir des assets, ce qu'on appelle des assets, des représentations, des avatars, etc. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie norme là-dessus, et qu'on retrouvait toujours des avatars d'hommes hyper bodybuildés, avec des attitudes un peu de type GTA, qui est toujours un peu basé sur la violence, ou alors des personnages féminins hyper sexualisés, etc. Et en fait, l'inclusion, moi j'ai vraiment été perplexe à chaque fois que mes équipes de développement m'ont posé quelque chose, ça ne me plaît pas, quoi. On a fini par créer notre avatar, elle s'appelle Cassandra, vous l'avez vu, elle est noire, c'est une femme, et éventuellement elle peut être personne à mobilité réduite, alors elle cumule finalement tous les handicaps de l'inclusion, peut-être dans une société culturelle un peu trop hygiéniste et normalisée. Et je pense aussi c'est nous, les acteurs de la donnée, du jeu vidéo, etc., à peut-être marquer notre différence par rapport à des tendances outre-Atlantique. Et puis c'est un produit culturel comme les autres en fait, donc comme le cinéma, donc il a les mêmes biais, et même après en termes d'hygiénisme, il y a des jeux vidéo qui sont très trash, il y a des jeux vidéo, c'est comme les films où il y en a dans tous les sens, il y a des jeux indépendants où moi je ne pourrais jamais y jouer, ça fait trop peur. Quoi. Oui, en fait, comme c'est le jeu vidéo, c'est le premier produit culturel mondial, en fait, il peut être détourné, il peut être utilisé, ça peut être un outil de propagande, par exemple, ça peut être de perversion, etc., etc. Donc après, effectivement, il peut y avoir des risques, mais comme n'importe quel autre média ou forme d'expression, je pense, pas plus, je crois. Et sur donc aussi sur l'hygiénisme, il y a aussi ce truc de il ne faut pas oublier derrière les jeux vidéo, derrière cette création, il y a des créateurs. Et on essaye aussi de défendre des valeurs, d'instruire, de faire réfléchir, à travers le jeu vidéo, en s'amusant quelque part ou en vivant une expérience. Mais il y a cette conscience-là
pas, en tout cas, un jeu vidéo, c'est pas juste un produit marketé qui va se vendre à des millions d'exemplaires. Et sur l'aspect individualiste, ça fait longtemps qu'il y a le jeu peut être vraiment collectif, et très collectif, vraiment internationalement, quoi. Et même le jeu vidéo peut être détourné de sa fonction première parce qu'il devient, dans Fortnite par exemple, il y a plein de gamins qui sont sur Fortnite, pas pour jouer, juste pour discuter. Ça devient un endroit de rencontre social, ça peut devenir le bistrot du coin, quoi, Fortnite. Et c'est ça qui est super aussi. Il y a des jeux qui ont proposé des expériences aussi un peu hybrides, comme je sais pas si vous vous souvenez Pokémon Go, où on voyait leur téléphone partout, et finalement, ils exploraient leur territoire, finalement, de façon très concrète, et en même temps, ils allaient capturer des créatures fantastiques, quoi. Il y avait une espèce de conjonction entre la carte et le territoire. On était vraiment là sur les deux, on vivait une expérience à travers quelque chose à travers le réel, en fait. Et là, je trouve que c'était un super concept, parfois un peu dangereux par rapport à la circulation. Voilà. Super. Voilà, nous aussi, on a une question de temps et on fait des choix. On va laisser la dernière question, une question derrière au fond. Monsieur. C'est juste Jean-Charles Denain, Université de Montpellier, Paul Valéry, juste pour répondre à comment passer d'une concertation individuelle à une concertation collective. Donc de débattre collectivement à partir de propositions individuelles. L'idée serait peut-être de coupler ces jeux vidéo, ce serious game, avec des applications de débat public. Je pense à Carto Débat, mais il y en a plein d'autres. Et ce qui permettrait comme ça que le collectif puisse aller visionner et donner son avis sur ces propositions. Et dans ce type de logiciel de débat, il y a toute une série d'algorithmes qui permettent de compiler, de synthétiser les propositions qui peuvent être faites. Et redescendre aussi. Donc, il y a la possibilité d'avoir des résultats, donc synthétiser, mais aussi de redescendre jusqu'aux propositions initiales. Merci. On avait prévu une batterie de questions. Le temps nous a rattrapés. Et c'est peut-être en fait la question la plus importante qui faisait aussi le lien entre donc ces deux mondes et placer en fait aussi l'humain là-dedans. Donc merci à vous quatre, le temps de débat est déjà fini. On va pouvoir passer à la conclusion de cette belle journée. Merci à vous.